Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Jean-Luc Faudeau, vous le voyez derrière nous, pour une fois, le décor est un peu changé. On va s'asseoir ici pour une table ronde d'une vingtaine de minutes. Et Jean-Luc Faudeau, vous avez tenu à inviter Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, je le disais pendant les applaudissements. Pourquoi ? Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Donc, oui, Groupama, on a tenu à inviter Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, parce qu'entre Groupama et le Tour de France, il y a quand même des similitudes. Alors, nous, on a un peu plus de 7 ans. On doit avoir autour de 120 ans, les deux, je pense. Hein, vous nous direz peut-être les dates exactes du début du Tour de France. 1903. Ouais, ouais. 1er juillet 1903. Ben, Groupama, à 15h16 précise. Eh bien, Groupama, grosso modo, ce sont les mêmes dates. Donc, vous savez, Groupama, c'est bon, l'assureur du monde agricole au départ. Mais bon, rapidement, on est devenu généraliste. Mais on reste néanmoins assureur du monde rural, parce qu'en Côte d'Or, on a 20 agences, dont 18 sont en zone rurale. En effet, on en a 2 à Dijon. Et il y a pratiquement des élus dans chaque commune de notre belle Côte d'Or. Et autre similitude avec le Tour de France, le Tour de France, c'est le Tour de France, au-delà des aspects sportifs, c'est le Tour de France des paysages. Je sais que ma maman, elle regardait le Tour de France, elle se fichait complètement des résultats sportifs, mais elle regardait les paysages. Donc je pense que c'est un attrait important du Tour de France. Et Groupama également, bon, vous le savez, on a une équipe cycliste, la Groupama FDJ. J'espère qu'elle va briller cette année sur le Tour. Et surtout qu'en 2024, le Tour de France en Côte d'Or, sous la houlette du département, on aura 3 étapes. Et nous, on sera présents sur l'étape Mâcon-Dijon, puisque Groupama, on va faire une fan zone à Meursault. Donc vous verrez, je pense que vous passerez à Meursault, vous verrez beaucoup de Groupama. Au lieu sportif, Meursault. Voilà, c'est ça. Mais moi, ça me convient bien. C'est assez marrant parce que c'est sur les mêmes critères sportifs qu'on a choisi Nuit Saint-Georges, Gevrey-Saint-Martin. Donc, on est d'accord. Ils sont sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc, je vais quand même vous dire quelques mots sur notre invité du jour. Donc, Christian Prudhomme était journaliste diplômé à l'École supérieure de journalisme de Lille. Il a commencé sa carrière à la télévision sur la 5, donc à la fin des années 80. Ouais. Bon, ça remonte un peu, hein. Mais bon, on est à peu près du même âge, donc je comprends. Dans l'émission Télématch de Pierre Cangioni. Pierre Cangioni, qui était le créateur de Téléfoot, qui est le créateur de Téléfoot. Vous devenez par la suite journaliste sportif sur France Télévisions. Vous participez à la création de l'Équipe TV en 1998. Donc vous êtes le rédacteur en chef. J'ai le droit de dire des bêtises. J'ai aussi participé à la création de ma fille, avec essentiellement ma femme, le 18 novembre 1998. Oui, mais ça c'est compréhensible. Donc, vous commentez également plusieurs éditions du Tour de France, de 2001 à 2003. Vous animez Stade 2, pareil, de 2000 à 2003, aux mêmes époques. Puis vous avez été également journaliste sportif sur Eurosport, Europe 1, La 5 ou encore LCI. Parce que là, je ne dis pas trop de bêtises, ça va. Non, pas de bêtises. Là. Bon, c'est bien. 3 naissances et un enterrement. Naissance de la rédaction de La 5, naissance de LCI, naissance de la chaîne L'Équipe, qui est aujourd'hui, de l'Équipe TV, qui est aujourd'hui la chaîne L'Équipe, et un seul enterrement, celui de La 5. Ce sera un anniversaire demain, puisque la chaîne a arrêté le 12 avril 1992, et l'un des souvenirs les plus cuisants de ma vie, c'est d'avoir été avec 800 autres au chômage, et je me vois encore longer le mur du cimetière du Père-Lachaise pour aller à la NPE cadre. Donc voilà, j'ai plein de bons souvenirs, mais j'ai aussi celui-là. Merci de me le rappeler. Bon. Quelquefois, la vie s'est fait d'échecs pour mieux rebondir, hein, vous savez. Mais bon, en janvier 2004, vous avez un petit virage de votre carrière, parce que vous devenez directeur adjoint du Tour de France, adjoint de Jean-Marie Leblanc, c'est ça. Et vous lui succédez le 1er février 2007. J'ai rien inventé, j'ai tout regardé sur Wikipédia, pour tout vous dire. Ah. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop d'erreurs. Non, s'il y en a, mais Bon. pas dans ce que vous dites. Pas dans ce que vous dites.
Bon, ça va. Vous avez pris les informations avec une sagacité phénoménale. Voilà. Vous avez également d'autres responsabilités, puisque vous êtes vice-président de la Ligue nationale de cyclisme Oui. depuis 2008, puis également président de l'Association internationale des organisateurs de courses cyclistes depuis 2011. Puis, petite anecdote, en 2020, je pense que vous avez été testé, comme beaucoup de monde, Covid, positif Alors, Covid. j'ai été testé positif alors que je n'étais pas malade. Et je n'ai jamais eu le Covid à ce moment-là, puisqu'en fait, ma femme me l'a refilé 3 semaines après. Donc, je serais peut-être le seul au monde à l'avoir 2 fois en 3 semaines, mais je ne crois pas. En revanche, j'ai obéi aux règles que nous étions nous-mêmes fixées. Je suis rentré chez moi et j'ai regardé le Tour à la télé, ce que j'adore. Et en tout cas, en plus, C'était pas un cadeau pour les autres parce que je voyais tout. Bien plus que quand on est sur le terrain, je voyais tout, j'avais rien à faire, j'avais qu'à regarder. et en plus, c'est remonté pratiquement à la tête de l'État, parce que vous étiez qu'en contact avec Jean Castex, Oui, Premier ministre de l'époque, il me semble. Et alors, en fait, moi, je pense que j'ai eu un message à 5h22, je crois, dans ma chambre d'hôtel. Bonne nouvelle, aucun courant n'est positif. Mauvaise nouvelle, tu es positif. Je dis merde. Et puis là, je me dis Jean Castex. Et en fait, donc, parce que le lit était contre le mur d'un côté, donc je ne pouvais même pas faire le tour du lit. Je faisais juste ça, comme un fer à cheval, en me disant il faut que j'attende 8 heures. Je dois être le premier à prévenir le Premier ministre, mais je ne vais pas l'appeler avant 8 heures. Et il a été hyper sympa. Et il a dit ensuite, parce qu'il a été cas contact du président de la République, donc il a dit j'ai été cas contact du président de la République, cas contact du directeur du Tour de France, il ne me manque que le pape, et ça a été sa femme la 3e fois. Ça Bon. arrive à d'autres. En tout cas, moi, Moi, ma femme, elle a pris la moitié, elle me l'a refilé, pas simplement. J'en ai terminé, je vais rien raconter d'autre. Et Merci. je laisse place à la table Jean-Luc. ronde. Alors, on va appeler pour nous rejoindre sur cette scène Frédéric Bouvier, le directeur départemental du bien public, qui est à l'origine de l'organisation de cette soirée, et Vincent Lavier, le président de la Chambre d'agriculture de Côte d'Or. Vincent, il veut se mettre là. Vincent, il veut être là. Voilà, Christian Prudhomme, moi j'aimerais... Alors déjà, vous venez en repérage aujourd'hui, parce que le Tour de France, il passe à Dijon, si je ne me trompe pas. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Alors c'est un petit... Il paraît qu'il y a c'est 3 une jours en petite Côte d'Or, soirée, mais je viens de l'entendre. vous vous mettez dans l'ambiance, en fait, ce soir. Donc, pour commencer, j'ai envie que vous nous racontiez un petit souvenir d'enfance lié au Tour de France. En fait, c'est le Tour de France qui m'a donné envie d'être journaliste. En écoutant à la radio, essentiellement, la radio, c'est le média du rêve. En écoutant à la radio, en regardant à mon époque, c'était les 15 derniers kilomètres en noir et blanc, avec mon père, avec mon frère, et donc j'ai voulu être journaliste pour être témoin, parce que le journaliste, c'est d'abord du reportage, c'est dire à des gens qui ne voient pas ce qu'on voit soi-même. Je suis donc devenu journaliste, j'ai réalisé l'un des rêves de ma vie, commenter le Tour de France, d'abord à la radio puis à la télé. Je n'ai jamais rêvé d'être directeur du Tour. Mais un jour, Jean-Marie Leblanc, et encore c'est la date anniversaire, un 12 avril 2003, m'a dit, voilà, est-ce que tu veux venir? J'ai dit oui. Donc c'est ce souvenir-là, j'ai plein de souvenirs d'enfance évidemment, de la fin des années 60, début des années 70, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Bernard Thévenet, Louis Ocaña, Bernard Hinault un peu plus tard. Le journalisme est le métier de ma vie, le Tour de France est d'une certaine manière ma vie, même si évidemment je n'ai jamais été champion. Et que j'ai même du mal à suivre ma femme quand on va chercher le pain et qu'il y a une légère brise défavorable. Mais en revanche, la passion du Tour. Le Tour de France, c'est la seule épreuve sportive au monde qui s'adresse aussi à des gens qui n'aiment pas spécialement le sport. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, parce que la prise de vue dominante du Tour, ce sont nos paysages, nos territoires, nos terroirs. Je suis assez sensible aux terroirs. Je dois vous l'avouer. On en parlera un petit peu plus tard dans cette table ronde. Vincent Lavier, vous alliez enfant voir passer le Tour? Comme beaucoup de gens ici, le monde agricole est extrêmement sensible au Tour, pour les raisons qui viennent d'être évoquées, notamment par rapport au fait qu'il passe essentiellement quand même sur les routes de campagne, qui sont les nôtres. Et puis, dans les années 70, quand on était gamin, en fait, la moisson, elle avait plutôt lieu au mois d'août qu'au mois de juillet. Et le mois de juillet était pratiquement une période creuse sur les exploitations. Et on avait des parents qui aimaient bien voir le Tour de France. Alors, ils s'arrêtaient quand même en journée pour le regarder à la télé, notamment les arrivées. Mais si jamais ils passaient pas loin, je me rappelle être allé, une fois ou deux en Côte d'Or dans les années 70, peut-être bien une fois dans le Jura aussi. Et oui, c'était un petit peu la fête pour nous autres, bien évidemment. Oui. Frédéric Bouvier, alors vous avez le point commun avec Christian Prudhomme d'être journaliste sportif. Quel souvenir, je crois que ça a quand même aussi, comme Christian, marqué votre vie professionnelle.
Alors oui, moi, je suis non seulement journaliste, mais fils de journaliste. Et mon père était correspondant de l'équipe à Valence. Il était à la fois chef des sports au Dauphiné Libéré. Moi, mon grand truc, c'était de lire l'équipe. Comme il était correspondant, j'avais l'équipe gratos à la maison. Et j'avoue que je me précipitais tous les jours pour lire l'équipe. J'ai toujours été passionné de ces comptes rendus, de ces reportages, et surtout un grand fan d'Antoine Blondin à l'époque, et où je me régalais franchement de sa plume et de sa verve. Alors, Christian Prudhomme, le Tour de France, on vous a invité parce que le Tour de France est intimement lié au monde agricole. En 2008, je crois que c'était 1 an après votre arrivée, vous avez décidé d'encourager des initiatives pour valoriser les paysages. De quelle façon ? Oui, alors c'est un concours qui en fait existait. Alors d'abord, c'est grâce à Jean-Michel Lemétayer. Le riz au lait de Jean-Michel Lemétayer, absolument phénoménal. On a des accords sur nos plateaux repas, mais quand Jean-Michel venait, évidemment, ce qu'on mangeait, c'était son riz au lait. Et avec Jean-Marie Leblanc, mon prédécesseur, à partir de choses qui étaient naturellement faites dans les champs. Simplement, c'était un peu codifié pour faire en sorte qu'il y ait un concours, qu'il y ait un premier, deuxième, troisième, des gens qui viennent à l'arrivée finale du Tour de France. Parce que, encore une fois, l'une des forces du Tour, c'est de montrer nos paysages. Alors, il y a le littoral, il y a les grandes montagnes, mais il y a aussi l'essentiel des vues du Tour, des paysages qui sont façonnés par le monde paysan, par les agriculteurs, les agricultrices. Et ce qui me fascine, moi, c'est que vous disiez autrefois, il n'y avait pas forcément les moissons en juillet, c'était en août, on avait du temps. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui font ces fresques à un moment où ils n'ont pas le temps et pourtant ils les font quand même. Et ça, c'est très fort. Il faut bien voir que le Tour de France est diffusé dans 190 pays. Ça veut dire que les fresques, même si on se dit, il y a 10-12 secondes, oui, mais ça se voit partout. Et c'est un élément d'animation pour nous formidable et de fierté. Et puis il y a ce lien qui est évident avec le monde agricole. Bernard Thévenet est un monsieur exceptionnel, grand champion, 2 fois vainqueur du Tour de France, mais qui nous rapproche évidemment du monde qui est le sien. Je me souvenais quand il racontait les premières fois ce qui lui a donné envie d'être coureur cycliste, il disait les chevaliers avec leur chrome qui arrivaient dans le village. Donc il y a ce lien d'évidence avec évidemment tout le monde paysan depuis toujours, j'ai envie de dire. Simplement, il est codifié depuis 2008. Alors Vincent Lavier, on reviendra sur les coureurs cyclistes issus du monde agricole. Vincent Lavier, les agriculteurs, est-ce qu'ils participent en Côte d'Or au concours de fraises ? Comment ça se passe ? Il y a un prix ? Combien participent ? Est-ce que dans la salle, il y en a qui ont déjà participé ou pas ? Non. Eh bien, il va falloir vous y mettre. Hein. Donc, c'est cette année ils ne sont ou pas jamais ? dans la salle ce soir, mais il y en a quand même qui ont participé en 2017. Hein. C'est notamment les jeunes agriculteurs du canton de Saint-Seine-l'Abbaye qui avaient justement monté sur un terrain donc une horloge qui reprenait tout le cycle de la culture du blé. Donc c'est les jeunes qui faisaient les aiguilles, donc ils se déplaçaient pour faire les aiguilles, et en face de chaque heure, en fait, il y avait une des phases de la culture du blé. Et voilà, moi, ils ont pas gagné. En termes d'implication, il y a 20 ou 30 fresques chaque année environ sur le Tour de France, c'est ça ? Donc ça donne lieu à un concours, bien évidemment, avec une reprise des prix qui a lieu quand même relativement tardivement pendant l'hiver, je crois. La remise des prix, c'est pendant le salon. Oui, c'est ça, Ah, c'est pendant carrément Pendant le salon de la culture. Et donc, la décision, alors, fin j'ai eu décembre, un début échange janvier. justement sur ce sujet-là il n'y a pas longtemps avec les jeunes qui s'étaient impliqués en 2017 pour savoir si quelqu'un allait recommencer cette année. Au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé. En disant, ouais, c'est quand même un gros boulot dans une période où on n'a vraiment pas le temps parce que là, c'est début juillet, donc c'est en plein dans le gros coup de bourre pour nous. Depuis quelques années, la moisson, elle a lieu vraiment début juillet et c'est quand même difficile d'essayer de motiver des gens à prendre du temps pour faire ça. Mais en même temps, c'est des souvenirs inoubliables pour ceux qui le font parce que, comme vient de le dire Christian, c'est quand même vu dans 190 pays sur la planète. Christian Prudhomme, il y a des points communs entre le cyclisme et l'agriculture ? Il y a des points communs entre les agriculteurs et les coureurs cyclistes. Et le premier point commun, c'est le courage. Un champion cycliste ne sera jamais admiré pour son poignet. Roger Federer, le Suisse, le tennisman, a un poignet phénoménal. Lionel Messi a un pied incroyable. La force première du coureur cycliste, c'est son courage. C'est exactement ce qui se passe au quotidien. Le coureur cycliste, s'il pleut, il va s'entraîner pendant des heures et c'est normal pour lui. Un paysan, un agriculteur, une agricultrice, il travaille en permanence. Et c'est aussi, mais ça, vous l'avez dit tout à l'heure, un coureur cycliste qui tombe, il pense qu'il y a une seule chose, c'est à remonter sur le vélo. Et puis, il y a entre le monde agricole et le vélo ce point commun qui est que
quoi qu'on ait fait, et même si on est super entraîné, on peut toujours avoir un pépin parce qu'il y a une averse de grêle, parce que tout d'un coup les températures descendent. Le gars qui est super entraîné, qui va gagner, il tombe, il se fait mal, et pourtant il faut recommencer tout de suite si on ne s'est pas fait trop mal, quelques mois après. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience, mais cette capacité à ne pas baisser les bras, quels que soient les ennuis, quels que soient les pépins, puis ça tombe toujours en cascade. C'est ce que disait Jacques Chirac, qui aimait assurément l'agriculture et les agriculteurs et agricultrices. Ça vole en escadrille. C'est pareil aussi dans le monde cycliste. Donc c'est d'abord ça, le courage. Vous parliez de Bernard Thévenet tout à l'heure. Il y a beaucoup de cyclistes qui viennent du monde agricole ? Alors Bernard, c'est formidable, puisqu'il est né dans une ferme qui s'appelait Le Pou, et il a été élevé dans la ferme du Guidon, mais la ferme d'à côté, c'était La Fourche. Donc de toute façon, il était forcément coureur cycliste, ça ne pouvait pas finir autrement. Après, un Marc Madiot est lui, fils de paysan, et il le revendique, né à la ferme. Aujourd'hui, on a plus de... Alors évidemment, Raymond Poulidor, bien sûr. Il y a Bernard Hinault, qui, après sa carrière, est devenu éleveur. Aujourd'hui, on a plus d'exemples en Belgique. Le taureau de l'Echtret, un jeune sprinter belge qui s'appelle Arnaud Delis, est agriculteur. Enfin, c'est d'une famille d'agriculteurs, et il l'est aussi dès qu'il le peut. C'est une grosse exploitation. Ils ont 400 vaches. François Bidard, qui vient d'arrêter sa carrière, un Français qui a été coureur professionnel, très bon équipier pendant une dizaine d'années, qui n'a jamais couru le Tour de France, mais qui a disputé le Tour d'Italie 6 fois, le Tour d'Espagne, vient aussi d'une exploitation de vaches, mais une cinquantaine dans l'Orne. Et puis il y avait aussi le premier maillot jaune du Tour il y a 2 ans, lorsque nous sommes partis du Danemark, Yves Lampart, là encore un Belge, qui a le maillot jaune, et c'était une surprise, et il dit moi j'espérais faire dans les 10 quoi. Et il se met à pleurer et il dit je suis qu'un fils de paysan. Et c'était extraordinaire parce que c'était montrer l'humilité, le courage, le travail et l'humilité. Mais c'est pas parce qu'on est paysan qu'on n'est pas dans l'excellence, au contraire. Et là, il le montrait de manière formidable. Après, on a plus de fils de paysans aujourd'hui que de paysans réellement, évidemment, mais c'est aussi un exercice, une discipline, un métier qui demande tellement de temps. Pour s'entraîner, on est tout le temps parti. En revanche, pendant la pandémie, de nombreux coureurs sont venus dans la ferme des parents pour filer un coup de main, évidemment. Christian Prudhomme, parlons de l'impact du Tour de France sur l'économie locale. Il est important. D'ailleurs, je crois que Dijon et la Côte d'Or sont très excités de vous attendre. Alors, le Tour, c'est déjà 5000 personnes. Les gens accrédités sur le Tour de France, avec des grandes familles qui sont évidemment la partie des coureurs, c'est 600 personnes, les équipes, la caravane, 600 personnes, nous, l'organisation, 600 aussi, et bien évidemment les journalistes, puisque la première famille représentée, c'est 2000 journalistes accrédités sur le Tour. Alors, les gens du bien public sont pas forcément là du premier au dernier kilomètre, mais évidemment que c'est réparti sur la presse quotidienne régionale. Donc, il y a les retombées inhérentes au Tour, c'est qu'en fait, le ticket d'entrée que nous demandons, nous, j'anticipe peut-être sur quelque chose d'autre, mais c'est ce que nous dépensons le soir en hébergement et en restauration. C'est grosso modo 250 000 euros, c'est ce qu'on dépense tous les soirs. C'est-à-dire l'argent qui est demandé à la collectivité, il est immédiatement réinjecté dans le tissu économique local. Après, 5 000, nous, mais il y a plein d'autres gens. Ensuite, il y a toutes les retombées indirectes, grâce à la télé, les 190 pays qui reprennent, qui voient des paysages formidables. En plus, ce qui est formidable chez vous, c'est que Dijon, ça faisait bien longtemps qu'on n'était pas venu, on est ravis de venir. Nuit Saint-Georges, Gevrey-Chambertin, ce sont des bourgades, mais qui rayonnent jusqu'au bout du monde, dont le nom résonne partout. Et puis le départ de Semur ensuite, donc c'est rare qu'on reste 3 jours au même endroit. Hein. On le fait parce qu'on sait qu'on aura, avec le contre-la-montre, en fait c'est très complémentaire. On a une étape de sprint à Dijon, on a un contre-la-montre ensuite pour les favoris du classement général, on repart de Semur, donc ça s'adressera vraiment à toutes les catégories de coureurs. Et puis par ailleurs, pour ceux qui ne sont pas compétiteurs, c'est-à-dire que si on n'a pas les 176 dossards, on a de quoi profiter vraiment d'un certes court séjour, mais où on peut toucher et goûter à l'excellence. Alors, on rappelle la date, 4 au 6 juillet en Côte d'Or, donc vous le dites, hein, c'est beaucoup. Combien ça coûte au département? Ça, on pourrait le demander à Marc Fro. Et quelles sont les retombées que l'on peut espérer ici? Moi, je ne vais pas vous répondre sur combien ça coûte, je peux simplement vous donner les tickets d'entrée. C'est 90 000 euros hors taxe un départ, 130 000 hors taxe une arrivée, donc on est complètement dans le 250 000 dont je parlais tout à l'heure en fonction des collectivités. Vous me disiez, pardon? Oui, je vous disais, quelles sont les retombées espérées pour la Côte d'Or? Les retombées espérées, c'est déjà de manière directe dans l'hébergement, dans les restaurants, dans les stations-service, etc. Parfois chez le coiffeur aussi, parce que les gens en profitent. Ou dans les pressings, auxquels on pense moins. Parce qu'il faut bien un moment que les gens... on n'a pas 21 une chemise ou
Vous avez une idée, vous savez combien oui, Non. les départements... Non, ce qu'on peut dire, c'est que grosso modo, par rapport au ticket d'entrée, les retombées, c'est entre de 3 à 7 fois le prix du ticket d'entrée. D'accord. Les retombées D'accord. économiques locales. Vincent Lavier, vous ressentez, vous, depuis la Chambre d'agriculture, vous ressentez la fierté des agriculteurs avec le Tour de France qui va passer? Est-ce qu'ils s'y préparent? Est-ce que ça a un impact sur la profession? Aujourd'hui, je ne pense pas, sincèrement. Enfin, tous autant qu'on est, on est content que le Tour de France passe. On va essayer de s'organiser, bien évidemment, pour aller le voir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on n'a pas trouvé la solution pour qu'un groupe d'agriculteurs puisse s'engager pour faire une fresque comme ça a été fait en 2017, mais il n'est encore pas trop tard, j'espère. Et puis oui, on aura plaisir à le voir, parce que quelque part, je pense que la fierté qu'on a, elle est plutôt de savoir qu'il passe chez nous. Il y a des gens qui sont dans cette salle dont le Tour de France va passer sur la commune, peut-être même au pied de la maison. Alors moi, ce ne sera pas le cas, mais il va quand même pas passer bien loin de chez moi. Donc inévitablement, je vais y aller avec d'autres. Et ouais, ça, la fierté qu'on a, c'est en fait de le savoir passer là, et que du coup, là où on habite, ça va être vu par tout le monde. Voilà, c'est peut-être ça ce qu'on peut ressentir comme fierté. Frédéric Bouvier, le passage en Côte d'Or va nous proposer des images époustouflantes, hein, entre les vignes, notamment les vignes. Qu'est-ce qu'on va découvrir du département? C'est évident que déjà on sera sur la route des Grands Crus, donc entre Gevrey et Nuit, donc ça va être fabuleux, mais je pense que le côté bocage à partir de ce mur pour partir sur Colombes et les deux églises, ça va être aussi magnifique, avec de super côtes. Et puis on va traverser quand même entre Mâcon et Dijon, on va suivre complètement la côte et passer par la plaine de Saône également pour arriver par Longwy, hein, je crois, c'est ça. Et donc, on va avoir une super arrivée à Dijon, quoi. Donc, ça sera magnifique en termes de paysage. Parlons des femmes et du cyclisme. Là aussi, on peut dire qu'il y a un point commun entre le cyclisme et le monde agricole, notamment pour la place des femmes. Alors, j'avais noté qu'il y a une ancienne championne cycliste qui est agricultrice, présidente de la coordination rurale, Véronique Le Floch. Je ne sais pas si c'est... Qui a été championne de France, d'ailleurs, Ouais. et qui a été en équipe de France pendant plusieurs années. Est-ce que les femmes, on dit souvent que les femmes en agriculture, elles sont un peu derrière les hommes, on les voit moins. Sur le vélo, on parle moins aussi du Tour de France féminin. Est-ce que c'est toujours... Et il ne tient qu'à vous, chère ancienne consoeur, d'en parler davantage. Mais on a relancé le Tour de France dans sa version féminine il y a 3 ans maintenant. Ce qui est très impressionnant, c'est quand on l'a relancé, donc le Tour de France version féminine, dont la directrice est Marion Rousse, elle aussi ancienne championne de France. Je ne sais pas si elle sera dans le syndicalisme agricole ensuite. On verra un peu plus tard, j'en suis pas sûr. C'est évidemment important d'avoir relancé l'épreuve. Ce qui comptait surtout pour nous, c'est qu'elle soit pérenne. Parce qu'il y a eu une version du Tour de France femmes dès les années 50. Dans les années 80, il y avait Jeannie Longo, l'un des plus beaux palmarès du sport français, et sa rivale italienne Maria Canins. Sauf que ça perdait trop d'argent, que ça s'est arrêté. Que d'autres, ça c'était la société du Tour de France. Puis après, ça a été relancé avec d'autres qui ont fait la grande boucle féminine, même cause, mêmes effets. Ça perdait trop d'argent, ça s'est arrêté. D'autres encore ont tenté la route de France, et même chose, ça s'est arrêté. Donc ce qui compte vraiment pour nous, c'est que l'épreuve soit pérenne. Donc elle était ces dernières années dans la foulée du Tour. Et c'est vraiment le Tour, parce que d'excellentes audiences à la télé, du monde au bord des routes, des sourires partout. Cette année, c'est décalé, ce sera au lendemain des Jeux Olympiques, entre Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques. On partira des Pays-Bas. Le premier départ des Pays-Bas du Tour de France, le premier départ du Tour de France à l'étranger, c'était les Pays-Bas, Amsterdam. Là, ce sera Rotterdam. Pour plusieurs raisons, pays de la petite reine. Les championnes d'aujourd'hui sont néerlandaises. On n'avait pas les forces de sécurité disponibles parce qu'évidemment que les Jeux de Paris vont prendre énormément de personnel et il faut à l'évidence assurer la sécurité des championnes. Mais on rentrera en France par la Lorraine, on passera dans le beau département du Doubs, dans le Jura, etc. pour redescendre vers la Haute-Savoie et l'Alpe d'Huez pour aller des Pays-Bas jusqu'à la montagne des Hollandais, le surnom de l'Alpe d'Huez. Donc on est très heureux, très fiers d'avoir relancé Paris-Roubaix, d'avoir lancé le Tour de France version féminine, d'avoir créé Paris-Roubaix féminin et d'avoir aussi des épreuves féminines en Belgique. La semaine prochaine, la Flèche Wallonne samedi, Liège-Bastogne-Liège dimanche, en les faisant passer cette année pour la première fois après les garçons, ce qui veut dire qu'elles seront à la télé à un moment maximal d'audience. Très bien. Frédéric Bouvier,
On a dit 4 au 6 juillet, le Tour de France dans la région. Comment ça se passe au bien public? En conclusion, est-ce que les journalistes sont tous sur le pont? Ah non, et alors ils sont à fond. On a fait un brainstorming l'autre jour, on était 20 en conférence de rédaction, c'est pas arrivé depuis longtemps. Et donc, oui, on est en train de bosser sur ce qu'on va faire à la fois sur le web et sur le print. Et bon, tout n'est pas. Mais on est déjà en train de chercher le vainqueur de l'étape à Dijon, qui a été vainqueur par défaut, et donc celui-là, on est en train d'aller le chercher, l'Italien, là, au fin fond de chez lui. Là. Donc, on espère avoir le bon papier. Voilà. Donc, déjà, les équipes ont bossé et préparent les papiers. Alors, regardez le bien public lorsque le Tour de France passera dans la région. Regardez aussi la télévision si vous voulez voir les beaux paysages, les fresques de nos agriculteurs. Peut-être que ça a donné des idées à l'un d'entre vous, l'une d'entre vous ce soir. C'est beaucoup de boulot, on l'a compris. Merci beaucoup à tous les trois. On fait une petite pause et puis on va demander au public si quelqu'un a des questions pour nos invités. Alors, j'imagine à Dijon, vous n'avez pas tous les jours le directeur du Tour de France sous la main pour poser des questions, ni Vincent Lavier, parce qu'il est souvent en train de regarder le Tour de France, alors on a du mal à l'attraper. Frédéric Bouvier, il bosse aussi. Hein. Donc, s'il y a des questions dans le public, n'hésitez pas, et on passera ensuite à la cérémonie des trophées. Ne soyez pas timide. Quelqu'un veut peut-être se mettre au vélo ou a des conseils à demander? On n'a pas de questions? Ah, il y a un projet dans les Hautes-Côtes de fresques. Oui, il y a un projet avec l'Office de tourisme Gevrey Nuit. Donc, Samuel Lenoir qui a Mountain Ferme dans les Hautes-Côtes, au-dessus de Nuit-Saint-Georges. Donc, on réfléchit à un projet de fresque. Bon, alors vous savez que vous allez avoir le bien public qui va venir vous voir. Hein. Alors, vous posez des questions. Hein. Donc, ça va être suivi. Bravo, on peut vous applaudir. Merci en tout cas. Vincent, vous avez une réaction? C'est bien. Je suis content qu'il y ait une fresque cette année dans le département, parce que d'autant plus qu'on a la chance d'avoir le Tour de France 3 jours quand même, c'est le truc qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Et donc, s'il y a un groupe d'agriculteurs qui arrive à se mobiliser pour faire une fresque, moi je trouve ça génial. Et est-ce que vous avez, madame, vous avez déjà une idée un peu de ce qu'elle sera, cette fresque? Alors, dites-nous en plus. Est-ce que vous avez encore votre micro? Et approchez-vous un petit peu, descendez un petit peu les escaliers qu'on vous voit. Alors, j'ai l'orteil cassé. Ah non, mais on a dit que les agriculteurs, ils se relevaient tout le temps. Alors, même avec l'orteil cassé, on vous fait descendre quelques marches. Bravo, madame. Oui, on avait projet de, refaire le logo de l'Office de tourisme Gevrey Nuit. D'accord. Et alors, je vous reconnais, vous avez été lauréate l'année dernière. Oui. Alors, on vous félicite, parce que quand on dit que c'est des agriculteurs passionnés et innovants, ils continuent. Hein, ils ne s'arrêtent pas à leur trophée, ils continuent l'année suivante. Bravo, on vous applaudit. Encore une question peut-être? Ou une réaction? Non, vous êtes timide ce soir. Ah, monsieur Fano. Alors, je vais vous passer le micro, ça sera plus simple. Oui, merci. Moi, j'avais une question. En agriculture, on a un gros enjeu devant nous avec le réchauffement climatique. Et je me demandais, les canicules que l'on connaît de plus en plus ces dernières années et qui montent en température, quelle influence ça a et quel effet ça a sur l'organisation du Tour, sur la stratégie des équipes, la préparation des athlètes. Bref, comment vous préparez, vous, organisation du Tour de France, à cette évolution climatique qui est à nos portes? Il y a le temps court, il y a le temps long. Sur le temps long, l'évidence, c'est que le changement est là. Sur le temps court, on est incapable de prédire le temps qu'il fera le 4 juillet 2027 ou le 18 juillet 2029. Le souci, ce n'est pas tant les coureurs, ce ne sont pas tant les coureurs que les gens en bord de la route en vérité, parce que les coureurs sont des sportifs de haut niveau qui ont l'habitude. Quand ils vont courir en Australie, et ça c'est une vraie question, en Australie du Sud au mois de janvier, je ne pense pas que ça puisse durer très très longtemps.
En revanche, et les coureurs, évidemment, quand il y a des fortes chaleurs très tôt, c'est beaucoup plus compliqué pour eux que quand c'est en juillet et qu'ils sont habitués. Donc les changements, ils existent et ils n'existent pas vraiment de ce point de vue-là parce qu'on ne sait pas le temps qu'il fera demain, l'année prochaine, l'année d'après. En revanche, dans notre façon d'imaginer des parcours, il y a 4 ou 5 ans, par exemple, dans l'école, on allait chercher des cols à découvert pour des raisons de retransmission télé, pour être certain que la liaison allait bien fonctionner. La télé a fait beaucoup de progrès et on allait chercher aussi des cols avec des lacets que tout le monde puisse voir pour mettre la glacière, boire un coup, manger le saucisson et profiter des coureurs. Maintenant, on fait le contraire, c'est-à-dire qu'on va chercher des cols en sous-bois ou en forêt avec des pentes et on va regarder à quelle hauteur, à quelle altitude ça va sortir. Maintenant, évidemment, qu'on ne sera jamais capable de faire le tour dans son ensemble comme ça. Ces derniers temps, c'est pas la chaleur qui nous a posé problème. Ce sont c'est comme le monde agricole aussi, c'est-à-dire que ce sont des épisodes violents de grêle. Ou, voilà. La seule fois où le Tour de France a été interrompu, une étape du Tour de France n'est pas allée au bout, la seule fois de son histoire depuis 1903, c'est 2019, violent orage de grêle et ensuite une coulée de boue. Donc, et ça aurait pu nous arriver quelques années plus tôt en Andorre, avec un orage de grêle très violent. Heureusement, dans les dernières centaines de mètres dont les coureurs sont arrivés, ça aurait pu nous arriver sur le Dauphiné, et ça se reproduira bien sûr, sauf qu'on ne sait pas quand ça va se produire. Donc le calendrier mondial sera lui forcément aménagé à un moment ou à un autre, et assez vite, mais ça commencera plutôt par changer la date de certaines épreuves. Le Tour d'Espagne a lieu donc du 20 août au 15 septembre, il fait évidemment régulièrement beaucoup plus chaud. Après, sur l'adaptation, si on était certain que c'était toujours au même endroit qu'il faisait très chaud, oui, mais quand il y a 2 ans, il a fait 40 degrés, 42 à Nantes et 40 à Brest, là, vous vous dites, mais on va où? Donc, en vérité, il y a vraiment ce temps long et ce temps court. Et le temps court fait que l'année suivante, ou sur 2 ans, on travaille sur 3 années consécutives sur le parcours du Tour de France. 3 parcours consécutifs, on ne sait pas du tout le temps qu'il fera. Qui aurait imaginé qu'il allait pleuvoir pendant 6 mois partout en France, sauf avec des inondations qui posent plein de soucis. On ne peut pas planter les pommes de terre dans un certain endroit, mais ça ne tombe pas dans les Pyrénées-Orientales, ça ne tombe pas dans l'Aude. Mais nous, sur le parcours du Tour, les endroits où il pleut jamais, oui, ça c'est clair que même s'il y a des villes candidates, on va se poser la question avant de venir parce qu'il y a une infrastructure derrière, parce qu'il y a voilà, et que nettoyer des vélos, et c'est nécessaire de les nettoyer pour la compétition. Mais oui, mais si les gens n'ont pas d'eau au quotidien, c'est un peu compliqué de venir. Donc c'est un élément de réflexion. Après, il y a tellement de points d'interrogation. Sur une chose certaine, le temps change. Christian Prudhomme, je récupérerai mon micro tout à l'heure. Est-ce que vous avez des conseils à donner au public pour être un bon spectateur? Parce que je crois qu'il y a quelques jours, il y a une spectatrice qui a jeté sa casquette dans les roues de Van Der Poel. Oh, qu'est-ce que je suis bien, le sport. Vous avez des conseils pour qu'on soit des spectateurs sérieux et raisonnables? La première chose, et la presse quotidienne régionale et les France Bleu le font très très bien, ce sont des choses juste de bon sens. C'est-à-dire que tous les gens de la même famille sont du même côté de la route. C'est pas le père d'un côté, la mère de l'autre, le grand-père d'un côté, la grand-mère de l'autre, parce que c'est évidemment extraordinairement dangereux. C'est que c'est pas la peine de venir avec son chien pour récupérer les cadeaux de la caravane, ça l'intéresse pas spécialement. C'est ensuite de ne pas se fier du tout aux bandes blanches sur la route, qui signifie que pour les voitures, dans la circulation normale, quand on ne va pas passer, s'il reste 80 cm au-delà de la bande blanche, les coureurs vont y être. Et souvent, les gens s'installent là. Ça m'est même arrivé de voir des fauteuils roulants reculer au dernier moment quand le peloton arrive, lancé à 45 ou 50 à l'heure. Parfois, des gens oublient le sac, ils reculent, mais ils laissent le sac. Vous imaginez comment ça finit. Donc, c'est d'abord ça. Le Tour de France, c'est la plus grande compétition cycliste au monde. C'est une épreuve qui met en valeur notre patrimoine, nos paysages, notre histoire. Mais sont d'abord des sourires. Et ces sourires, ils disparaissent complètement s'il y a un accident, bien sûr. Donc c'est d'abord de faire attention. On a plein de gens enthousiastes. On a tout fait pour rajeunir le public du Tour. La deuxième tranche d'âge qui regarde le plus le Tour de France aujourd'hui, ce sont les 15-24 ans. Mais ils sont pleins de vie, plein d'enthousiasme, plein de dynamisme. Et parfois, et ça je ne peux pas leur en vouloir, ils sont parfois un peu différents à 17h de ce qu'ils sont à 9h du matin quand il fait chaud. Donc voilà, donc ils sont enthousiastes et c'est formidable, on veut garder ça, mais il faut d'abord leur dire de faire attention. Puis il y a ce truc terrible qui est le portable. Parce que
les gens sont comme ça. Donc imaginez, ça fait la longueur du bras, on perd 1 mètre encore, et c'est extraordinairement dangereux. La fameuse chute il y a quelques années en Bretagne avec cette dame qui voulait mettre un message à ses grands-parents. Elle était très gentille, cette dame. Simplement, à un moment, ne pas faire attention, ça peut être très dangereux. Donc pour que le Tour de France reste une immense fête, ce qu'il est, il faut encourager les gens. Moi, j'aime bien quand les gens font des moulines avec les bras, mais que les pieds ne bougent pas. Hein. Il y a des pieds qui ne bougent pas, et puis on encourage, etc. Et c'est formidable. Et puis la 3e mi-temps chère au rugby, qui est un autre sport que j'affectionne, on l'a fait après la course. Merci beaucoup Christian Prudhomme, merci Frédéric Bouvier, merci Vincent Lavier.